Ça, c'est une vidéo mise en ligne par Gonza. Il est au volant de sa Renault 19 16S. Et sur sa gauche, il y a une Ferrari F430. Sur le papier, cette scène ne devra même pas exister. Dans les années 80, la Golf GTI dominait absolument toutes les conversations importantes, toutes les couvertures de magazines, tous les comparatifs, tous les débats sur les parkings des lycées français un mardi matin. Volkswagen avait créé quelque chose qui semblait permanent, une référence si solide que personne n'imaginait sérieusement qu'un Challenger puisse débarquer de Billancourt. Et puis Renault est arrivé avec quelque chose qui ressemblait à la voiture de votre oncle. Même carrosserie 3 portes anonyme, même dessin sobre signé Giugiaro. À peine un badge pour laisser deviner qu'il se passait quelque chose de différent. Mais sous le capot se cachait un moteur 16 soupapes de 140 chevaux qui n'existait nulle part ailleurs dans la gamme Renault. Un moteur emprunté à rien, conçu exactement pour ce combat. Les journalistes l'ont essayé, puis se sont tus. Un silence très particulier, celui qui arrive quand toutes les certitudes s'effondrent d'un coup. La R19 16S n'a jamais eu l'affiche, elle n'a jamais eu la légende, mais elle a gagné les combats qui comptaient vraiment. La France en crise, Renault au bord du gouffre. Pour comprendre ce que représentait vraiment la R19 16S, il faut remonter à 1984. Parce qu'en 1984, Renault n'était pas seulement une marque avec un problème de performance, c'était une entreprise avec un problème de survie. 1 milliard de francs perdus chaque mois. Pas un trimestre difficile, pas une mauvaise année. 1 milliard de francs tous les mois qui s'évaporait d'une entreprise publique que l'État français ne pouvait plus continuer à porter indéfiniment. Plus de 100 000 salariés dépendaient directement de Renault. Les conséquences politiques d'un échec étaient énormes. Ce n'était pas une crise de conseil d'administration, c'était une crise nationale. Georges Besse arrive alors comme président avec un seul mandat. Stopper l'hémorragie. On vend des actifs, on regroupe les usines, les projets qui ne peuvent pas justifier leur existence sont supprimés immédiatement. Et surtout, les effectifs sont réduits, douloureusement, publiquement, avec une brutalité qui marque la culture d'une entreprise pendant une génération. Besse comprend une chose essentielle, Renault ne pourra pas réparer ses finances sans réparer d'abord sa réputation. Et cette réputation reposait sur une vérité gênante. Les voitures françaises paraissaient bon marché face aux allemandes. Les ajustements de carrosserie n'étaient pas toujours parfaits. Les intérieurs vieillissaient mal. L'acheteur d'une Golf regardait une Renault et voyait un compromis. La mission donnée aux ingénieurs devient alors limpide. Construire une voiture capable de se garer à côté d'une Golf sans avoir à s'excuser. Pas une voiture moins chère, pas une voiture excentrique, une vraie concurrente. Une voiture capable de rivaliser sur la qualité d'assemblage, l'aérodynamique, la précision de conduite. Tous les critères que la presse allemande utilisait expliquaient pourquoi les Françaises étaient sympathiques mais inférieures. Le projet X53 naît de cette pression et Renault va chercher Giugiaro en Italie précisément parce qu'il fallait un designer capable de dessiner quelque chose qui paraisse européen, pas typiquement français. Pas d'excentricité de traction avant dans le style, pas d'angle polémique, quelque chose de propre, de moderne, de sérieux. Une voiture qu'un acheteur allemand pouvait envisager sans lever les yeux au ciel. Les enjeux politiques étaient à ce point précis. Une entreprise d'État avait tellement besoin d'une victoire publique qu'elle a engagé un designer étranger pour masquer ses origines. Et étrangement, cette pression a produit quelque chose d'extraordinaire. Le loup dans la bergerie, l'ingénierie du F7P. Dans les années 70, Renault avait construit son identité sportive autour du turbo. La R5 Turbo, la R11 Turbo, la Fuego Turbo, la suralimentation comme raccourci vers la puissance, le temps de réponse comme prix à payer pour le plaisir. Mais à la fin des années 80, cette philosophie était en train de mourir. Le marché européen se dirigeait vers autre chose. Des moteurs atmosphériques multivalves capables de prendre des tours. Honda le faisait déjà. Peugeot aussi avec la 205 GTI 1,9 litre. L'époque où l'on greffait un turbo sur une voiture de grande série en l'appelant sportive touchait à sa fin. Les ingénieurs Renault l'avaient compris, le F7P était leur réponse. Sous le capot de la R19 16S se trouvait un 4 cylindres 1,8 litre à 16 soupapes. Soupape d'échappement refroidi au sodium et 140 chevaux à 6250 tours minute. C'était le tout premier moteur 16 soupapes que Renault ait jamais monté dans une voiture de série.
Pas une série limitée, pas une spéciale d'homologation, une voiture de concession, une voiture qu'on pouvait acheter un mardi après-midi chez Renault. La Clio 16S, devenue plus tard une icône, arrivera après. La R19 l'avait fait avant tout le monde. Et presque plus personne ne s'en souvient aujourd'hui. Les soupapes refroidies au sodium racontent aussi quelque chose de très précis. En pratique, cela signifie une meilleure gestion de la chaleur. Sur un moteur atmosphérique poussé dans les tours, les soupapes d'échappement subissaient une contrainte thermique énorme. Le sodium, contenu dans la tige creuse, permet d'évacuer la chaleur plus efficacement que ne le ferait une soupape pleine. C'était un détail venu de la compétition, dans une berline familiale. En 1988, cela vous montre à quel point Renault Sport prenait ce moteur au sérieux. Mais la personnalité du F7P ne se résume pas à ces chiffres. Sous 4000 tours minute, il reste poli, presque docile, le genre de moteur qui ne vous ridiculise pas sur le parking du supermarché. Puis, quelque part vers 4500 tours minute, l'admission s'ouvre complètement et le caractère change. La poussée vers la zone rouge à 6800 tours minute devient dure, linéaire, insistante. C'est un moteur qui demande à être mené énergiquement. Et plus vous le poussez, plus il vous récompense. Souvenez-vous de la R19 à côté de la Ferrari au début de la vidéo. Gonza a bien précisé que ce n'était pas une course, mais cette séquence nous a donné quelque chose de bien plus intéressant. Elle nous a permis d'entendre et de voir le F7P s'éveiller au-dessus de 5500 tours minute. Et le son est magnifique. Le conducteur de la Ferrari n'a probablement jamais compris ce qui roulait à côté de lui. Le châssis autour de ce moteur était tout aussi sérieux. Renault Sport a recalibré le train arrière à essieu de torsion avec une précision que la R19 classique n'a jamais eue. Géométrie plus rapide, tolérance plus serrée, réglage spécifiquement pensé pour une voiture qui avait de vraies ambitions. Le train avant McPherson a lui aussi été revu pour privilégier la précision plutôt que l'absorption. Jean Ragnotti, qui savait exactement comment une Française devait se comporter à la limite, a laissé son empreinte sur le développement. Le résultat accrochait plus fort et tournait plus net que ce que sa silhouette laissait imaginer. En dehors, la 16S ne racontait presque rien. Badge 16S discret sur les flancs, sortie d'échappement ovale à l'arrière, petite prise d'air fonctionnelle sur le capot inspirée des conduits Naka qui dirigeaient l'air frais vers le collecteur d'échappement. Jantes turbine reprise directement du catalogue Clio 16S. Rien d'agressif, rien qui s'annonce. Sur le papier, la R19 16S ressemblait à une concurrente sérieuse. Sur la route, elle a commencé à humilier des voitures beaucoup plus chères. 3 voitures, 3 verdicts. 3 voitures, 3 débats différents et chacun révèle quelque chose de précis sur ce que Renault avait réellement construit. Le premier combat était le plus important politiquement. La Golf GTI MK2 n'était pas seulement une référence, c'était un symbole. Une décennie de blagues sur l'automobile française tenait dans une seule phrase. Votre Renault tombe en panne avant la fin de la garantie. Les Allemandes, elles, non. Et la Golf GTI portait cette réputation comme une armure, en vendant autant le badge que l'ingénierie. Quand les journalistes ont mis la R19 16S face à elle en 90, l'attente était claire. La Renault serait peut-être plus rapide, mais probablement moins aboutie, plus fragile, plus cheap. Ce qu'ils ont trouvé, au contraire, c'est une voiture avec des jeux de carrosserie plus serrés que ceux de la Golf. Des meilleurs matériaux intérieurs, un coefficient de pénétration dans l'air de 0,30 contre 0,34 pour la GTI, ce qui compte bien plus sur l'autoroute que n'importe quel chiffre de banc d'essai. Autoplus et l'Automobile Magazine ont tous deux noté, avec prudence presque à contre-cœur, que la R19 paraissait plus raffinée. Pas plus excitante, plus raffinée. La Golf avait le badge et 30 ans de réputation. La Renault avait l'ingénierie. Pour les acheteurs qui faisaient vraiment attention à ce genre de choses, la différence était énorme. Le deuxième combat était plus étrange, plus personnel. Parce que lorsqu'une Peugeot 205 GTI 1,9 litre se retrouve face à une Renault 19 16S, on ne voit pas deux constructeurs s'opposer. On voit deux visions complètement opposées de ce que doit être une compacte sportive. La 205 GTI était brute, elle donnait aux jeunes hommes l'impression d'être invincibles, et parfois d'avoir un peu peur aussi. Vivante sur un rond-point mouillé, nerveuse au freinage, imprévisible juste ce qu'il fallait, et aimée précisément pour cela. Cette nervosité n'était pas un défaut pour toute une génération de conducteurs, c'était même le cœur du plaisir. La R19 16S, elle, reposait sur une philosophie inverse, composée là où la 205 était nerveuse, précise là où la Peugeot était théâtrale. Au-dessus de 100 km/h en ligne droite, la Renault était plus rapide, mais elle donnait cette vitesse avec un calme que certains trouvaient moins communicatif. D'autres y voyaient une révélation, c'était la guerre civile française du hot hatch. Et 30 ans plus tard, on continue encore à se disputer pour savoir qui avait raison.
Le troisième combat est presque oublié aujourd'hui, ce qui est dommage, car c'est le plus honnête des trois. L'Opel Kadett GSI 16V poursuivait exactement la même idée. Une compacte européenne, moderne, aérodynamique, basée sur un moteur 16 soupapes atmosphérique destiné à ceux qui voulaient de la performance sans le drame des générations précédentes. Sur le papier, le duel était serré. Sur la route, la Renault avait simplement un meilleur châssis, une direction plus parlante, un train arrière plus posé, un train arrière volontaire dans les hauts régimes. L'Opel n'était pas mauvaise, c'est juste que la Renault était meilleure dans les domaines qui comptent réellement sur une route sinueuse. Et la Kadett n'avait aucun secteur où elle rendait vraiment l'appareil. Sport Auto a résumé ce que la plupart des essayeurs pensaient tout bas. Le châssis de la R19 16S était une vraie surprise. Pas une bonne surprise, une surprise de choc. Le genre de précision qu'on associe à Stuttgart ou à Munich, arrivé de Biancourt dans un costume bon marché. Il y a aussi Florian. Il avait 9 ans quand son père l'a amené faire un tour dans une 16S 3 portes bleues. Pour ses 18 ans, son père lui a bandé les yeux dans l'allée, il l'a conduit jusqu'à la dernière voiture de la rangée et lui a demandé de s'asseoir. Quand le bandeau est tombé, c'était sa propre R19 16S. Il l'a toujours, 15 ans plus tard. Cette histoire n'a rien d'exceptionnel, elle représente au contraire très bien ce que cette voiture a signifié pour une génération précise. La première voiture à la fois accessible et exotique au même moment. Gagner des comparatifs, c'est une chose. Rester 30 ans dans le garage de quelqu'un parce qu'il n'arrive tout simplement pas à s'en séparer, c'en est une autre. Ce que le temps a fait à la 16S. Aucune voiture ne mérite 30 ans de fidélité sans rien demander en retour. Les R19 16S, elles, en demandent beaucoup. Celui qui en achète une aujourd'hui doit savoir exactement où regarder avant que l'argent ne change de main. Commencer par les marches arrière. C'est là que les phases 1 commencent souvent à faiblir. Et elles faiblissent parce que le traitement d'origine était mince, appliqué vite, à une époque où Renault construisait sous forte pression sur les coûts. L'eau se glisse derrière les garnitures plastiques, reste contre la tôle et travaille en silence pendant des années avant que la surface ne montre quelque chose. Quand la peinture commence à buller, le mal est déjà fait. Tapez sur l'arche avec le poing. Si cela sonne creux, partez. Le bas de caisse et le plancher racontent la même histoire. La rouille structurelle se cache sous une apparence saine. Vérifiez les points de fixation de suspension avec une lampe. Glissez un doigt sous la moquette près de la jonction de bas de caisse. Sur une voiture qui a passé ses premières années près de la mer ou sur des routes salées, ces zones peuvent être sérieusement atteintes alors que le reste de la carrosserie semble encore présentable. Le système ABS sur les voitures équipées est devenu un problème en soi. Voilà l'ironie du temps. Une aide à la conduite qui rend aujourd'hui la voiture moins fiable que la version sans ABS. Les capteurs s'oxydent, la pompe vieillit, et le système peut tomber en panne d'une manière qui perturbe le freinage plutôt que de simplement s'éteindre proprement. Beaucoup de propriétaires qui ont déjà connu une panne d'ABS préfèrent désormais rechercher une voiture qui n'en était pas équipée. Si celle que vous regardez en a un, prévoyez soit un contrôle complet, soit une suppression complète. Les soucis électriques, eux, sont disséminés partout. Les commodos carrés, ce trait Renault détail de l'époque, s'usent au contact et commencent à se comporter de manière capricieuse. Les plastiques de planche de bord craquent là où ils se rejoignent, en particulier autour de la casquette d'instrumentation. Les lève-vitres des cabriolets forment à eux seuls tout un chapitre. Le mécanisme est spécifique à la R19 découvrable. Et les pièces de rechange deviennent chaque année plus difficiles à trouver. Sous le capot, le F7P chauffe s'il a été négligé. Le thermostat et la pompe à eau ne sont pas des dépenses facultatives. Ce sont eux qui font la différence entre un moteur capable de tenir encore 100 000 km et un moteur qui surchauffe doucement jusqu'à casser quelque part. Demandez l'historique d'entretien, et s'il n'existe pas, intégrez-le dans le prix. La disponibilité des pièces se sépare nettement en deux. Les composants mécaniques, filtres, courroies, joints, kits d'embrayage, restent encore accessibles via le réseau classique Renault et les spécialistes indépendants qui couvrent les Françaises de cette génération. En revanche, les pièces de finition spécifiques 16S deviennent plus rares. Le mécanisme de capot du cabriolet, lorsqu'il est usé, réclame soit un spécialiste, soit un propriétaire très patient avec une voiture donneuse. Les jantes turbines d'origine, en bon état, sont désormais difficiles à trouver. Rien de tout cela n'a empêché le marché de bouger. La réévaluation. Il y a 3 ans, une phase 1 fatiguée mais roulante se trouvait encore sous les 2000 € sans trop chercher. Ce chiffre a changé. Aujourd'hui, une voiture usée mais saine tourne plutôt autour de 3000 €. Les exemplaires propres avec historique documenté et intérieur d'origine se négocient entre 8000 et 12 000 € selon la configuration et la provenance. Les cabriolets 16S, surtout les phases 1, commandent une prime à part qui les sépare complètement du marché des berlines. La prime de la phase 1 n'existe pas seulement à cause de la rareté. Les voitures de 88 à 92 portent les feux arrière carrés, la face avant d'origine et le F7P non catalysé dans sa forme la plus pure.
140 chevaux sans équipement anti-pollution pour émousser la réponse en haut du contour. Le cabriolet phase 1 est encore plus rare. Il est resté en production moins de 7 mois avant l'arrivée du restylage en 1992. Et la production totale de la R19 cabriolet, toutes versions confondues, n'a été que d'environ 30 000 exemplaires. La fraction portant le badge 16S et la carrosserie phase 1 est assez petite pour que les beaux exemplaires soient désormais réellement recherchés. La carrosserie Karmann mérite aussi qu'on s'y arrête. Le cabriolet a été développé avec le carrossier allemand, responsable de la Porsche 356 Speedster, et cela se voit. Pas d'arceau apparent qui casse la ligne du toit, une capote repliée proprement derrière les sièges arrière, des proportions qui restent étonnamment actuelles pour une découvrable des années 90. La bosse double derrière les sièges arrière était une signature Karmann, et ici elle fonctionne magnifiquement. Tout cela s'explique aussi par le cycle émotionnel des 30 ans, la génération qui a appris à conduire dans ces voitures ou qui les voyait sur les autoroutes françaises en août, chargées de bagages et roulant vite sur la voie de gauche, a aujourd'hui 40 ou 50 ans avec les moyens et le garage que le désir adolescent n'avait pas. Cette génération rachète ce dont elle se souvient, et la R19 16S est au cœur de cette revalorisation. Ce qu'il faut chercher si vous en achetez une, un historique d'entretien solide avant tout, des jantes turbines d'origine, un F7P non catalysé et des couleurs d'intérieur cohérentes. Des sièges remplacés par ceux d'une voiture donneuse plus tardive ou une planche de bord d'une nuance incorrecte font chuter la valeur chez les acheteurs qui comptent l'originalité. Et à ces tarifs-là, ce sont justement ces acheteurs-là qui paient. Il faut aussi replacer la voiture dans son contexte. Les valeurs des 205 GTI et des Clio Williams ont déjà fait ce saut. La R19 16S est encore en dessous des deux. La fenêtre est donc toujours verte, mais pas pour très longtemps. Conclusion. La R19 16S n'a jamais eu l'affiche. Pas de poursuite au cinéma, pas de couverture rétrospective mythique, pas de moment où la culture s'est arrêtée pour dire « celle-ci comptait ». À la place, elle a reçu quelque chose de plus discret et de plus durable. Le respect des journalistes qui l'ont essayé sans pouvoir la balayer, la fidélité des propriétaires qui ne veulent toujours pas la vendre et une réputation qui continue de grandir bien après la fin de sa production. C'était le moment où Renault a cessé de s'excuser et a commencé à se battre. Et cette preuve a survécu à tous les trophées de la Golf GTI. Si vous trouvez une belle phase 1 avec un dossier d'entretien complet et un F7P qui tire encore fort au-dessus de 5500 tours minute, vous avez devant vous l'une des dernières vraies bonnes affaires de l'automobile sportive française. N'attendez pas. Dites-nous en commentaire, en avez-vous possédé une ou l'avez-vous toujours voulu ? Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode du Garage Français.